série avec Olga Duhamel, qu'on remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, malgré le stationnement à peu près impossible sur le campus. Elle a réussi à arriver, presque à l'heure en plus. Non, je vous prie vraiment de m'excuser, je suis arrivée à midi, pas à midi, non, ça commence bien, à 8h30 sur le site, puis là j'ai commencé à penser, ah non, je suis vraiment trop en avance comme d'habitude, et là je suis arrivée essoufflée, en retard, bon en tout cas, voilà, je suis là. Donc, la semaine dernière, on a reçu Jean Sioui. La conférence aujourd'hui, en fait, ça va prendre la même forme que la causerie de la semaine dernière avec Jean Sioui. Donc, je pose des questions, Olga répond, puis on va se promener tranquillement à partir de son parcours d'écrivaine, puisque Olga Duhamel, elle est écrivaine aussi. On va se diriger vers l'édition, puis l'édition de premier roman, entre autres. Et à la fin, on va ouvrir une période de questions pour tout le monde. Ou même, si vous avez des questions en cours de route, ne vous gênez pas, on prend les questions. Je commence par vous présenter Olga Duhamel un petit peu, puisqu'on va avoir l'occasion d'en entendre plus un peu plus tard. Donc, Olga Duhamel, elle est écrivaine. Elle a publié 5 livres, tous chez Héliotrope, un essai et 4 romans. Plusieurs de ces romans ont reçu des mentions, dont son premier roman, High Water, en 2006, a été finaliste au prix Anne Hébert. Et son dernier roman, Mykonos, a été aussi dans la liste préliminaire pour le prix France-Québec. Depuis 2006, elle est également directrice littéraire chez Héliotrope. Donc, depuis 13 ans. En fait, depuis 2006 que vous êtes directrice littéraire? Je pourrais le dire tout à l'heure, en fait, plus tard. C'est arrivé un peu plus tard parce que je connaissais rien à l'édition, je connaissais pas trop mal la littérature, puis c'est ce qui a fait que je suis devenue la directrice de la maison, mais bon, c'est ça, j'ai attendu d'en savoir, enfin, en tout cas, on a attendu d'en savoir un peu plus pour me laisser là, sur mes capacités. Donc, je vous rappelle qu'on a 2 groupes réunis aujourd'hui, normalement, donc le groupe de premier roman et le groupe Histoire de l'édition littéraire au Québec. Donc, on va aborder ces 2 thèmes-là pendant la rencontre, idéalement. D'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, ça peut être un bon sujet pour aborder avec Olga Duhamel. Donc, j'aimerais qu'on aborde tout d'abord votre parcours d'écrivaine. On pourrait commencer par ça. Donc, je l'ai dit, vous êtes aussi directrice littéraire, mais vous êtes peut-être avant tout écrivaine? C'est difficile. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas évident de parler des deux, en vérité. Quand je parle de la maison d'édition, je parle que de la maison, puis je parle jamais de moi comme auteur, parce que ça se mélange pas quand on fait l'un et l'autre. Récemment, je suis allée au Salon du Livre de Paris, puis j'ai rencontré plein d'éditeurs, d'auteurs, toutes sortes de gens. C'était super comme moment. À chaque fois, je pense que vous voulez poser une question, c'est d'habitude. Mais n'hésitez pas en tout cas à m'interrompre tout au long de ma présentation parce que ça me fait plaisir qu'on discute, qu'on échange. Donc, pour vous dire, l'écriture, c'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait central dans ma vie, mais c'est quelque chose de secret aussi. Que je mêle rarement avec la maison d'édition comme telle, même si c'est là que je publie. En fait, j'ai commencé à publier chez Héliotrope. Je faisais un peu d'édition sur les textes, je travaillais un peu les textes qui arrivaient. Et puis, les choses se sont faites, je suis devenue directrice littéraire de la maison. Et j'ai continué de publier dans la maison. Sans doute que ce n'est pas la chose idéale, mais des fois, dans la vie, les choses ne sont pas idéales ou parfaites. Pourquoi ce n'est pas idéal? Dans le sens où moi, je ne sais pas faire ma promotion du tout, mais je sais très bien faire la promotion d'Héliotrope, de mes auteurs chez Héliotrope. Je suis même un peu bouliée pour ça. Je veux vraiment qu'ils arrivent, qu'on leur fasse la place. Je veux les défendre. Je pense que ceux qui me connaissent un peu le savent. Après, quand c'est pour parler de moi, ce que je fais, non, je ne sais pas du tout me défendre. Je suis vraiment nulle pour ça. C'est les éditeurs qui doivent faire ça. Puis moi, il se trouve que j'ai pris la place, même si je ne suis pas mon éditrice, puisqu'on est maintenant, on travaille à plusieurs dans la maison, puis même depuis le début avec d'autres. Mes premiers livres, j'ai pu travailler avec Florence, par exemple, avec Florence Noyer sur mes livres. Ensuite, j'ai travaillé avec Laurence Jourde, qui travaille avec nous depuis le début aussi. Mais
Donc, c'est pas nécessairement l'idéal. J'ai rencontré, par exemple, à Paris, des gens, j'aurais jamais parlé de moi comme auteur. Mais bon, mais ça, la promotion, quand on est auteur, dans l'absolu, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est quand même notre œuvre, si je peux dire ça comme ça, qu'elle soit petite ou grande, enfin, qu'il y ait beaucoup de livres, qu'il n'y en ait pas beaucoup. Quand c'est important pour nous, quand c'est important pour moi, ben, voilà, on suit notre chemin, quoi, d'une certaine façon, puis on reste concentré là-dessus. Ça, c'est pour la partie auteur, qui est un peu cacophonique avec celle d'éditeur ou directeur ou directrice littéraire. Je suis pas toujours bonne dans la féminisation, mais depuis le début, je suis absolument convaincue qu'il faut toujours féminiser les noms, puis qu'on a le droit d'être au cœur des choses. Hein. Je tiens à le dire, je suis d'une génération, parce que les années passent, puis à l'époque, quand on disait auteure ou écrivaine, tout le monde, enfin, les jeunes gars ou les gens plus vieux, bien sûr, mais les jeunes autour de nous faisaient tout le temps, mes amis, ils me disaient « Ah, t'es chiante avec ça, écrivaine, qu'est-ce que là, auteur, bon, maintenant c'est autrice. J'ai un peu de mal à m'habituer à autrice, j'ai rien contre, là, c'est juste que j'arrive pas trop à le dire encore. Je voulais juste vous dire ça. Moi, je trouve qu'on doit féminiser, après, on doit pas être... quand on est le sujet de ça, j'ai pas envie que ça soit... J'ai pas envie de faire l'effort supplémentaire. Moi, ça va, je le porte déjà, le féminin. Je fais comme je peux, le plus naturellement possible, puis voilà. Vous dites que vous n'êtes pas très bonne pour faire votre propre promotion comme auteur. Oui. Dans une entrevue, vous dites... je sais pas si c'est une entrevue dans un journal, j'ai pas noté la référence, mais vous dites que vous êtes plutôt austère dans votre écriture. Et je voulais mettre ça en parallèle avec une critique très favorable de Mykonos qui est parue dans Le Devoir sous la plume d'Anne-Frédérique Hébert-Dolbeck, où elle qualifie plutôt votre écriture comme, en fait, vous-même, comme une habile créatrice d'ambiance. Et moi, je suis très d'accord, je dirais même une formidable créatrice d'ambiance dans Mykonos. Est-ce que vous êtes... en fait, vous avez accepté de lire un extrait? Oui, ben oui. Est-ce que vous seriez prête à lire un extrait pour tout de suite mettre la table? Parfait. Comme ça, je préfère lire un extrait d'abord, puis après, on parlera des choses sérieuses. Mais, ou commençons par les choses sérieuses, peut-être. Je ne savais pas vraiment quoi lire. Je me suis posé des questions, mais je pense que je vais lire les 2 premières pages. C'est le plus simple, parce que sinon, après... C'est un roman qui est comme une peinture. Alors, soit on le regarde un peu globalement, mais il n'y a pas des scènes très précises où là, ça serait intéressant de lire 3 ou 4 pages. Je crois que c'est pas ce type de livre-là. Mes précédents, il y aurait eu beaucoup de scènes, mais je crois que le mieux, c'est de commencer par les premières pages pour faire entendre un peu la musique du livre. D'abord, je peux vous dire que l'histoire de Mykonos, c'est 7 jours, c'est 4 garçons qui vont passer 7 jours à Mykonos. C'est la première fois qu'ils sont loin de chez leurs parents, comme ça, qu'ils sont complètement libres. Et bon, ils vont profiter le plus possible de ces journées-là. Mykonos, c'est une île, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais enfin, c'est un endroit pour faire la fête, pour se faire bronzer, puis se faire regarder, puis regarder. Puis voilà, et puis il y a la musique tout le temps. Les plages s'appellent, il y a Paradise, Super Paradise. Il y a ces 2 plages différentes. Moi, j'ai beaucoup de mal à les distinguer l'une de l'autre. Puis sur les plages, c'est assez... En fait, moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Hein. J'ai l'air de me moquer de ça. Puis je me moque aussi parce que c'est complètement ridicule, mais c'est un endroit qui me fascine entièrement. Puis alors, sur les plages, il y a le tchikaboum tout le temps. En fait, assez tard quand même parce que les gens dorment. Les gens se réveillent, arrivent, mais vers 2-3 heures, là, ça commence. Ça arrête plus. Après, ça dure, puis c'est ça le bord de mer. Donc, ils arrivent là pour passer une semaine, ça commence comme ça. Dans le bateau qui bouge, Pavel est immobile sur son siège. Il fixe la ligne d'horizon, regarde au loin, mais entre la ligne et lui, il y a une rambarde blanche qui remue sans arrêt au long des très grosses vagues. La mer qui était d'huile et turquoise avant de partir est devenue sombre au large. Il fait subitement froid et elle agite le bateau comme un vieux manège rouillé. Pavel ne parle pas du tout grec en arrivant à Mykonos.
En plus, la langue est murée dans un alphabet impénétrable. Mais il connaît, comme tout le monde, pas mal de mots d'anglais. Le village paraît minuscule. Les bateaux qui accostent ici sont plus gros que toutes les petites maisons blanches qu'il voit en descendant à terre. À 2 heures sous le soleil, Pavel, Jules et Sébastien se laissent guider par Christopher qui a pris les choses en main. Le village blanc, la route, tout est surexposé quand Pavel sort du bateau. Des Américains tirent péniblement de lourdes valises à roulettes. Lui n'a presque rien, un petit sac. Mais quand même, en plein soleil, la chaleur est terrible. Christopher suit des indications notées sur une feuille blanche qui l'aveugle. La trame des ruelles est incompréhensible. Il n'est venu qu'une fois ici quand il était petit. Le bateau a bougé tout à l'heure dans les ruelles du... Le bateau a bougé tout à l'heure. Dans les ruelles du village, il bouge encore sous les pieds de Pavel. Christopher leur a dit que dans l'île, l'eau du robinet était impropre à la consommation. Ils achètent de grandes bouteilles d'eau glacée. Sébastien prend aussi du Coca-Cola. À l'appart, l'odeur de renfermé est démoralisante, mais il ne remarque rien. Jules ouvre le mini-frigo vide. Sur l'étagère de la kitchenette, il reste du café instantané et du sucre. Un grand placard muni d'une serrure contient des choses que l'oncle de Christopher ne veut pas partager avec les vacanciers quand il loue. Des bouteilles, des conserves et d'autres trucs à manger, des serviettes de plage, des palmes, des masques, des tubas, des films, des revues. Christopher ouvre le placard, son oncle lui a laissé la clé. Ils installent leurs affaires. Sébastien met de la musique. Peut-être que c'est assez, je ne veux pas en lire trop, mais enfin, ils arrivent, quoi. Vous avez bien compris. Puis après, ils vont sortir en boîte, puis ils vont aller à la plage. Puis ils sont de très bonne humeur, puis c'est très excitant et tout ça, puis ça va devenir assez dangereux, comme c'est souvent quand on s'amuse beaucoup. Ça devient très mauvais. C'est ça qui est austère, peut-être. Qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture et à la littérature? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes détentrice d'un doctorat en littérature. Donc, je l'ai caché, mais oui, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Donc, qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture ou à la littérature? Bien, c'est sûr que c'est la littérature qui m'a mené au doctorat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que je fais partie du 1%. Vous avez vu les pourcentages des gens qui font des études, qui sont allés à l'école publique, au secondaire, ce qui a été mon cas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me sortir de tout ça, mais c'est arrivé. Je pense que c'est la peinture d'abord. Ici, on est dans un local, il paraît, d'art. Oui. Vous avez dit d'art. C'est la peinture. Moi, j'étais passionnée par la peinture. Quand j'avais 14-15 ans, je peignais tout le temps. J'étais obsédée par ça. Si bien qu'un jour, quand j'ai tout abandonné, que je suis partie de chez moi, puis que ma mère était découragée, il y a eu le moyen de m'envoyer faire une école des beaux-arts en France. Et j'avais 17 ans. J'ai réussi le concours pour entrer, puis j'ai fait une école des beaux-arts. Parce que la drop-out que j'étais, je sais pas, il y a quelqu'un qui avait voulu un peu me sortir de ça. Et c'est vrai que, donc, la peinture m'a menée à la littérature, puisque pour passer mon diplôme, j'ai présenté des textes. Bon, enfin, c'est un peu paradoxal, mais parce que dans les écoles des beaux-arts, il n'y a pas de texte, on écrit très, très peu. Moi-même, j'avais beaucoup de mal avec l'orthographe. Je le racontais à une amie hier. Au Beaux-Arts, je pense que j'ai appris à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans que corps prenait un S, que ça prenait toujours un S. Mais c'est considérable. Hein. Puis j'ai tellement pédalé à l'université pour apprendre l'orthographe. J'ai vraiment beaucoup pédalé, puis j'ai fini par faire un doctorat. Je vais me vanter, j'ai eu une mention sur mon doctorat. Je veux dire, j'ai quand même... Vraiment, je ne l'ai pas eu avec difficulté. Là, je l'ai bien réussi. De temps en temps, je me vante. Je ne l'écris pas que j'ai un doctorat, mais parce que je ne sais pas, c'est pas la peine, je pense, de l'écrire, parce que je pense que ça apporte rien à l'écriture, nécessairement. Moi, je pense que quand on fait un doctorat, c'est formidable pour plein de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un endroit très intense pour pouvoir lire énormément, et plus que de raison. Ça a été fantastique. Après, pour l'écriture, il faut aussi désapprendre. Il faut désapprendre de l'université, je crois. Enfin bon, ça, c'est ce que je pense. Je pense que ça a changé en même temps. Je pense que maintenant, en création, beaucoup de choses ont changé, puis que les gens
il y a beaucoup de gens qui font création puis qui arrivent à l'écriture de façon très intéressante. Voilà. Est-ce que si c'est trop mélangé ou sinueux ce que je dis, je peux devenir plus cartésienne, je suis capable aussi. Je pense que c'est très clair. Et, justement, si on met en parallèle, on va arriver bientôt au début d'Héliotrope et au moment où vous vous joignez à l'équipe d'Héliotrope, mais puisqu'on parle de votre parcours d'écrivaine, si on met en parallèle les deux métiers, les deux professions, vous semblez les présenter vraiment en opposition. Donc, vous avez dit d'entrée de jeu, c'est très rare que je mélange les deux rôles quand je me présente. Oui. Donc, comme écrivaine, vous disiez quelque part que ce que vous aimez le moins du travail d'écriture, c'est corriger, revenir au texte, fonctionner dans le texte, contrairement à écrire peut-être, puis trouver les zones plus inconnues. Je ne sais pas si je le dis, mais je le pense en tout cas. Oui, mais... oui, je sais pas il y a des gens qui aiment beaucoup pinailler sur chaque chose. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui détestent ça aussi. C'est vrai que moi, en côtoyant les auteurs dans le travail éditorial, je vois tous les cas de figure, c'est intéressant. Moi, j'aime pas beaucoup pinailler sur mes choses, ou par exemple, republier un texte, puis là, arranger plein de trucs. Je déteste ça, je trouve ça vraiment turn up, est-ce que je peux dire ça? Vraiment, c'est pas mon idéal du tout, mais en même temps, il y a des auteurs qui sont fantastiques, qui sont les plus grands pinailleurs qui soient, puis ça enlève rien. Mais moi, je trouve que dans ma personnalité, j'aurais honte de moi-même si je voulais tout changer, mes petites affaires. Non, Puis ça, c'est comme écrivaine, comme directrice littéraire, est-ce que c'est pas un peu votre travail? Oui, d'aller dans le texte des autres? Tout à fait. J'aime pas ça du tout d'ailleurs, mais je le fais beaucoup. Ben, je le fais beaucoup, oui, je le fais, oui. C'est important pour le texte. Je n'ai pas dit que c'était pas important pour le texte, mais pour l'auteur, bon, c'est pas... Je pense que... je pense qu'on amène les textes le plus loin possible. Hein. C'est banal de le dire, mais je pense que c'est ça l'édition. Puis je pense que ça fait beaucoup pour le texte. Si on parle maintenant un peu plus des débuts d'Héliotrope, oui. Donc la littérature, le doctorat, les débuts d'Héliotrope, vos premiers livres, premier essai, premier roman. Donc au départ, en 2006, c'est Florence Noyer qui a l'idée, je crois, et qui fonde les éditions Héliotrope. Elle travaillait déjà dans le milieu du livre. Oui, depuis longtemps. Comme représentante, depuis longtemps. Non, donc, elle était éditrice. Éditrice? Quand je l'ai connue, elle était éditrice adjointe des Éditions de l'Homme. Avant, elle avait été, je pense, directrice du Norrois. Elle avait été représentante chez Fidesz. Elle avait fait vraiment un parcours très complet, disons, de tous les aspects du livre. Et là, elle décide de fonder sa propre structure. Ah, puis elle avait travaillé aussi à Luxe. OK. C'est même... c'est quand elle était là que le nom... Avant, ça s'appelait Como Enado, puis que c'est devenu Luxe. C'est quand elle faisait ça avec Jean-François Nadeau. Donc, un parcours riche dans le milieu de l'édition. Tout à fait. Et elle décide de fonder sa propre structure. Oui. À laquelle vous vous joignez très rapidement. Oui. Ben, en fait, moi, j'écris, donc j'écris à Ewater, puis je travaille sur ce livre sur les motels. On décide de faire une série qui s'appelle Bienvenue au Québec, parce qu'on voulait à la fois, d'un côté, faire de la littérature qui serait en français, que ça soit au Québec, ou enfin, peu importe, on est ici au Québec, mais on ne tient pas à faire de la littérature québécoise ou de la littérature française. On fait de la littérature en français, c'est ça qu'on veut faire, de la littérature avec un grand L. Puis à côté de ça, on veut quelque chose de très ancré dans le territoire. Puis là, c'est ça, cette série-là, Bienvenue au Québec. Alors, on fait un livre sur les motels, après on en fait un sur la poutine, on fait un livre sur les dépanneurs. On est à fond là, sur le territoire, le Québec. Puis à l'époque, en 2006, il n'y avait pas beaucoup de choses comme ça par exemple, sur les motels, il n'y en avait pas, puis il n'y en a toujours pas plus. Puis là, les gens nous disent, dans le milieu, les gens disent à Florence,
je crois pas du tout à ton truc sur les motels. Puis je dis pas que ça a été un succès phénoménal, mais on est allé dans toutes les grosses émissions. Moi, j'étais passée au téléjournal avec Sophie Thibault à TVA, c'était énorme quand même. À l'émission de Christiane Charette, il y avait un truc, je pense que j'étais vraiment nulle, mais on avait les gros médias, c'était très excitant. Donc, quelque chose qui avait marché dans cette idée-là, un peu pop, de faire le tour du Québec par des éléments de la culture populaire, finalement, la poutine, les motels. Mais on n'avait pas du tout les moyens de faire ça, c'est de faire... Pour notre structure, ça n'avait aucun sens, parce que là, on travaillait comme des bêtes à faire tout, quoi. Puis les photos, enfin, c'était une galère, puis en plus, ça coûte tellement cher de faire du livre photo. Sans perdre d'argent, mais tu rentres... C'est trop juste, là, ça n'a aucun sens. On n'avait pas de subvention. C'était n'importe quoi, mais on a eu beaucoup de plaisir à faire ces projets-là. C'est moi qui vraiment voulu arrêter ces projets de photo. Mais juste pour finir là-dessus, ce plan-là, on a réussi à le continuer, à le prolonger, l'ancrage dans le territoire avec le polar, avec Héliotrope Noir. Depuis quelques années, on fait du polar, puis c'est très ancré dans le territoire, puisque chaque crime se passe dans un endroit particulier du Québec, dans un village, dans un quartier de Montréal, de Québec ou de Sherbrooke. Chaque polar, ça se fait comme ça. Alors l'idée, c'est de faire tout le territoire du Québec. On verra bien si on y arrive, mais pour l'instant, on a Poénégamouk, on a plusieurs endroits, Amkoui, on a plusieurs endroits qu'on a fait, puis on continue comme ça. Donc, on a cette autre part dans le territoire, ce qui fait que après, dans la littérature qui n'est pas la littérature noire, on dit la littérature blanche, donc pour la littérature blanche, on se soucie pas de l'ancrage dans le réel. En même temps, on publie Querelle de Roberval, qui est très ancré dans le territoire, puis dont on est très fier. Là, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut faire des choses qui n'ont aucun rapport, comme on a fait la trilogie de Patrice Lessard. Enfin, c'est un rapport, mais où là, ça se passe au Portugal, où, tu sais, on n'a pas ce même rapport à l'ancrage. Est-ce que je m'éloigne trop? Non, pas du tout. Je vais vous ramener, c'est tout. Ça, je vous ramène au début d'Héliotrope. On dit souvent, là, c'est un peu convenu que dans les années 2000, à partir de 2000, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont créées. On peut penser au Marchand de Feuilles, Alto, aux Éditions de ta mère, au Cartanier. Il y avait eu les Allusifs aussi au début des années 2000. Héliotrope, entre autres, mais c'est encore plus de maisons d'édition qui sont créées à ce moment-là. C'est un renouveau qui est nécessaire. Est-ce que c'est... Comment vous interprétez... Je sais que vous n'êtes pas dans l'analyse de l'histoire de l'édition, mais peut-être vous avez un point de vue en tant qu'actrice de ce moment-là. Bien, c'est sûr qu'on peut remarquer. Moi, je crois qu'on est souvent le produit de notre histoire. Après, je ne crois pas que ce soit il y a des individualités fortes qui se démarquent là-dedans, peut-être, mais c'est clair quand on regarde ça qu'il y avait la place. Cartanier, Marchand de Feuilles ont commencé en 2001. Puis nous, on a commencé en 2006. Puis comme Alto a commencé, je pense, la même année que nous, ou un an avant, peut-être un an avant. Mais enfin, bon, c'est à peu près toutes ces années, toutes ces choses des années 2000. Quand on regarde ça avant, qu'est-ce qu'il y avait, pas avant, mais pendant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme maisons? Il y avait les maisons créées à la Révolution tranquille, à peu près le Méac, Boréal, qui tenait vraiment le haut du pavé, les herbes rouges. Est-ce qu'il y a... XYZ, on peut penser Boréal, XYZ, le Méac. Oui, XYZ avait été créé plus récemment. Plus récemment, mais... Oui, c'est vrai qu'il y avait... Mais Boréal et le Méac, vraiment, caracolaient en tête de tous les... de tous les prix tout le temps, hein. C'est comme ça. Bon, ils étaient là, eux, ils étaient dans une autre génération, enfin, ils avaient déjà renouvelé, là. Moi, avant, j'avais l'impression que nous, on était l'autre génération, mais c'est pas vrai, parce qu'eux, ils avaient commencé 2 générations avant nous, quoi. C'est-à-dire, au fond, ils avaient commencé dans les fin des années 50, début des années 60. Je pense qu'eux, ils pensaient pas à chercher des remplaçants, enfin, à faire tourner le truc, puis les trentenaires cognaient à la porte, ou les vingtenaires, parce que la peuplade aussi a commencé en même temps que nous.
là, les gens avaient envie de faire des choses, puis ils savaient bien qu'il y avait personne qui pensait leur passer le flambeau. Puis c'est quelque chose de très beau, ça, ici. En tout cas, quand je faisais les Beaux-Arts en France, puis qu'on me faisait parler un peu des fois du Québec, je disais toujours la même chose, c'est là-bas, tout est possible. Puis on a toujours l'impression qu'on est la première génération. C'est bizarre quand on vieillit d'avoir encore cette impression-là, mais non, mais il y a les générations à venir, il y a vous, tu sais, il y a les autres générations qui viennent, on a toujours l'impression que tout est à construire, puis c'est vrai aussi. Plus on le voit, plus l'édition se professionnalise. C'est vrai qu'elle s'était déjà professionnalisée dans les années 60, 70, même 50, mais ça a continué encore plus. Tout a continué de se professionnaliser, donc je pense qu'il y avait la place, pour beaucoup de choses, quoi, pour des esthétiques aussi différentes, ne serait-ce que graphiquement. Je pense que personne ne se reconnaissait trop dans ça. Puis je pense que si le MEAC avait existé depuis 150 ans, ça aurait peut-être été plus difficile, mais ça n'existait pas depuis si longtemps. Boréal, ça n'existait pas depuis si longtemps. Assateani, je pense, avait repris en 89 ou 90 la direction. Donc, c'est pas 4 générations. C'est pas le même poids que pour les Français, par exemple. C'est pas la même chose. Il y a des nouvelles maisons en France, pardon, mais il y a des nouvelles maisons en France aussi, mais ils rament pour monter un peu, là, c'est vraiment difficile parce que les autres sont là, puis ils tiennent le truc, puis il y a trop d'histoire aussi, d'une certaine façon. Enfin, trop d'histoire, je ne sais pas s'il y a trop d'histoire, mais il y a beaucoup d'histoire, disons. Est-ce que les nouvelles maisons d'édition ou les plus petites maisons d'édition comme Héliotrope ont aussi plus de latitude pour travailler différemment, peut-être? La production d'Héliotrope, c'est environ 8 à 10 livres par année, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être un catalogue depuis 13 ans d'une centaine de titres. Je ne sais pas si j'exagère le chiffre. Non, c'est environ une centaine de titres. Je sais plus combien, mais c'est une centaine. Donc, même si vous êtes une petite équipe, peut-être qu'à 8 à 10 livres par année, ça crée des façons de travailler différentes. Un accompagnement des auteurs plus en complicité, plus rapproché. C'est sûr que je pense que ce soit Antoine de chez Alto ou Éric chez Cartanier, une certaine spécificité, c'est d'avoir travaillé très près des textes avec les auteurs, quoi, de ne pas les lâcher, puis d'avoir cette espèce de fièvre, de fureur aussi avec les auteurs, quoi. Puis quand tu as les premiers succès, ben là, tu continues de fusionner, quoi. Ça s'intensifie, puis ça, c'est à taille humaine, quoi. On est à taille très humaine. Je pense que le MEAC, ils ont choisi... Boréal, c'est très différent. Ils sont restés plus comme une maison littéraire, mais le MEAC aussi. Mais le MEAC, ils ont choisi une direction qui n'est pas si proche de l'édition. Alors là, c'est des pigistes, éditeurs, puis il y a un certain flottement qui se passe. En tout cas, c'est comme ça qu'on a récupéré certains auteurs sans faire jamais de maraudage, mais qui sont venus vers nous, puis qui... par exemple, c'est comme ça que Catherine Mavrikakis est venue chez nous. Enfin, remarquez que je la connaissais très bien, mais elle est venue chez nous parce qu'elle publiait chez le MEAC, puis que chez le MEAC, elle était un peu... ça arrive tout le temps, la déception dans l'édition. Là, c'est pas... Nous, on en aura des gens qui vont partir, là, peut-être pas encore, mais ça va venir. C'est normal parce qu'il y a des livres qui marchent, des livres qui ne marchent pas, mais je pense que le MEAC, il y a eu une période, peut-être que ça s'est resserré depuis, mais de flottement quand même. Et nous, les nouveaux éditeurs, on était à tenir la main de nos auteurs, quoi, à les accompagner partout. Je vous amène vers le catalogue maintenant d'Héliotrope, les auteurs, les livres que vous publiez. Ce qui est frappant quand on s'y intéresse, c'est la diversité. C'est vraiment une diversité de genres, une diversité de styles, une diversité dans les auteurs aussi. Donc, il y a des auteurs de toutes les générations. Et ça semble être un peu votre projet dès le départ, cette diversité-là. Ou est-ce que ça s'est construit au fil des livres qu'on vous proposait, que vous choisissiez? Ou est-ce que c'est vraiment un projet éditorial? C'est sûr que nous, on ne voulait pas faire
faire groupe, être comme la gang. Moi, j'ai horreur de ça, là, mais j'ai une sainte horreur de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment mal dans ces choses-là. Après, j'aime pas qu'on soit tous à regarder dans le même sens, qu'on soit les jeunes, on est à l'époque, pas maintenant, mais à l'époque, on avait quand même encore la trentaine, puis qu'on soit tous ensemble dans cette fièvre-là de la jeunesse, puis de la littérature. Je détestais l'idée qu'on ait tous le même âge, déjà. Et il y a eu une année où on a eu une auteure, on a eu Michel Comtois qui publiait son premier roman à 74, puis Alice qui publiait son premier roman à 24. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais que cette espèce de grand écart dans l'âge était bien. Bon, après, je dis ça, puis ils sont beaucoup devenus amis, les auteurs entre eux, puis ils viennent à nos lancements tous ensemble, puis au fond, je suis touchée par ça, puis je suis contente qu'ils soient là avec nous. Fait que c'est toujours paradoxal, ces trucs-là. Donc, je veux pas faire la bande, mais je la fais quand même un peu. La bande des éclopés, un peu. Mais ça finit par faire une bande comme une autre. Il y avait beaucoup de femmes aussi. On publie plus cet automne, pas cet automne, mais cet hiver, je peux pas dire ça, on publie que des hommes, mais on avait beaucoup de femmes par rapport aux hommes, puis beaucoup d'homos, une surreprésentation d'homos. Bon, j'aimais tout ce truc-là, mais qui faisait jamais clan. Mais il y a quand même un clan, finalement, qui s'est produit. Alors, comme quoi, même si c'est dans nos buts de ne pas faire bande, de ne pas faire un club, on le fait quand même. Et dans Héliotrope, ça fait 13 ans. Est-ce que vous, quand vous regardez l'histoire, est-ce qu'il y a un moment en particulier dans l'histoire d'Héliotrope où vous voyez un moment charnière, où, par exemple, un livre qui a eu particulièrement du succès, je pense bien entendu Le ciel de Bay-City de Catherine Mavrikakis, ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, OK, là, maintenant, on est connus, nos auteurs circulent, nos livres vont être lus? Bien, quand Le ciel de Bay-City a eu le succès qu'il a eu, ça a été vraiment considérable. On avait comme à peu près aucun auteur. On avait publié 5 romans, je crois. En tout, c'était vraiment pas beaucoup. Donc, c'est sûr que ça a été un moment charnière. Après, je dirais que ça nous a fait connaître, comme les Bienvenus au Québec nous ont fait connaître, mais là, pour le coup, pas dans le littéraire. Mais ensuite, il y a eu les 5 ans. Puis 5 ans, j'ai trouvé que c'était pas si facile parce que c'est le moment où il faut garder le goût, l'enthousiasme aussi fort qu'avant. Et là, il fallait penser comment on construit bien notre catalogue, puis que ça continue, puis que ça perdure. Alors, après, on a publié beaucoup de nouveaux auteurs qui ont eu pas mal de succès. Puis on a fait Héliotrope Noir, qui nous a permis aussi de rencontrer d'autres lecteurs, d'autres types de lecteurs, puis de nous assurer d'un certain nombre de copies vendues, parce que c'est aussi un business, le livre, puis qu'il faut, même si j'ai l'idée qu'on peut avoir des auteurs qui vendent très peu, parce qu'on fait du littéraire, puis que c'est un pari, puis qu'il faut être dans la durée, c'est en quoi je crois tout à fait. Il faut vraiment continuer comme ça. Il faut aussi réussir à être viable. Il faut réussir à être viable pour ne pas s'épuiser complètement, puis pouvoir se tirer des salaires aussi, puis avoir des subventions, puis bien travailler pour nos auteurs, pour le catalogue, pour la maison. Vous avez beaucoup de relations à l'international, ou en tout cas, beaucoup de vos auteurs sont réédités dans d'autres langues ou dans d'autres pays. C'est assez remarquable, en fait, un nombre important de titres d'Héliotrope qui sont repris par d'autres maisons d'édition. Ça pourrait être mieux encore. Ça pourrait être mieux, mais oui. Déjà, comment vous faites concrètement? Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est pas toutes les maisons d'édition qui réussissent à faire ça, à faire connaître leurs livres à l'extérieur. Comment on fait ça? D'abord, c'est quelque chose d'important pour nous, donc
je le dis parce que faire connaître nos titres un peu partout, c'est important pour nous. Nous, l'idée, en ce moment, ce qui se passe voyons, cette année, il y a beaucoup d'éditeurs, puis l'année dernière, qui ont commencé à aller en France directement. D'éditeurs qui ont commencé à présenter leurs livres à l'international et qui le font. La Peuplade, le Cartanier a décidé de le faire. Nous, on a décidé de ne pas faire comme ça et de continuer de faire de la cession de droits, de faire circuler les livres autrement, parce qu'on estime que le travail d'édition, c'est quand même un travail assez local. Puis, tant mieux si on peut, c'est à un moment, on a un élan de fou, là, et puis là, on peut payer des gens qui vont être là-bas, travailler. Mais il faudrait qu'on paie des gens qui soient là-bas ou que nous, on y aille beaucoup. Moi, j'ai pas envie dans ma vie de vivre entre Paris et Montréal. C'est bon, ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je me sens déjà assez entre la France et le Québec. Mais pour y aller pour le business seulement, non. Donc, vous procédez surtout par cession de droits. Oui, donc, oui, parce que c'est ça, parce que je pense, comme là, on a vendu récemment Querelle de Robert Val, qui est un livre pas évident du tout. Je sais pas si vous l'avez, certains d'entre vous l'ont déjà regardé. Enfin, toi, Nicolas, je sais que tu l'as plus que regardé, tu l'as vraiment lu. C'est un livre qui est très oral, pas que, mais c'est une oralité vraiment construite, c'est vraiment extrêmement bien fait, mais c'est du québécois à l'extrême. Donc, c'est un défi considérable. Alors, il va être publié en France chez un éditeur qui s'appelle Le Nouvel Attila, et Le Nouvel Attila, il est extrêmement enthousiaste du texte. On verra bien ce que ça donne, parce que des fois, c'est pas automatique du tout, mais il fallait quelqu'un de vraiment enthousiaste pour pouvoir, ou bien nous, qu'on soit là-bas, mais là, on serait plus ici. Si on allait là-bas le porter tout le long, parce que nous, on est en train de préparer la rentrée d'automne à venir. Donc, ça va se passer comme ça pour ça. Alors, la question, c'est comment on fait? On rencontre les gens. On voit comment on fait pour Sabine Vespizer, ça fait qui publie Catherine Avrikakis en France. Là aussi, Catherine, c'est formidable qu'elle soit accompagnée par Sabine. C'est une éditrice qui est extrêmement respectée là-bas, qui a ses entrées partout. Puis je pense que c'est bien pour elle, puis nous pour elles deux. Puis nous, de la même façon, ici, il y a certains titres qu'on va faire. Par exemple, on fait Hélène Frédéric de Vertical. Vertical, c'est une maison très prestigieuse. Enfin, c'est une collection très prestigieuse chez Gallimard, qui est la non moins respectueuse maison qui s'appelle Gallimard. Donc, c'est une collection chez Gallimard. Il publie Hélène Frédéric, qui est québécoise. Nous, on aime son travail depuis le début. On la publie ici. On la publie ici parce qu'ici, quand elle est publiée chez nous, il y a beaucoup plus d'articles. On peut en parler à tout le monde. On peut partager notre enthousiasme avec tout le monde. On peut, je sais pas, on connaît mieux, on sent plus le terrain que Vertical, qui est à Paris, qui sait pas trop comment ça fonctionne ici, et puis qui, au fond, à chaque fois, comme 5 ans de retard sur comment ça fonctionne, un peu comme nous, enfin, ou comme moi, la vision que je peux avoir de la France, même si j'y vais tous les ans, pas pour le travail, mais même si j'y vais pour le travail tous les ans, on sent des choses, mais il faut y être beaucoup pour comprendre, pour être plus dans le pouls des choses, je pense. Donc, vous semblez avoir une très grande sensibilité pour le travail de diffusion ou de promotion qui doit être local. C'est ce que je comprends. Oui. Est-ce qu'Héliotrope a des stratégies particulières de diffusion dans ce sens-là? Est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est une grosse partie de votre travail, défendre vos livres? C'est comment parler de nos livres, comment faire parler de nos livres. Évidemment, heureusement, je ne suis pas toute seule là-dedans maintenant, mais il faut toute l'équipe, il faut qu'on se donne un peu le là de comment parler des textes, comment on va parler de tel texte, de tel autre. Je ne sais pas, récemment, on a publié un jeune auteur qui s'appelle Julien Guibellan, et puis c'est un texte qui est pas facile du tout, qui est plus facile, je pense, pour des gens qui ont moins de 30 ans. Pour des gens qui ont plus de 30 ans, c'est compliqué à suivre parce que la langue est vraiment
jeune, quoi. Enfin, jeune, je sais pas si elle est jeune, mais en tout cas, elle est marquée de son temps. Il y a beaucoup d'anglais dans la langue. Il y a toute une façon de faire. Puis moi, a priori, c'est pas un goût individuel. Non, a priori, j'ai horreur de l'anglais dans la langue comme ça. J'aime pas ça. Là. Je sais pas, c'est le fun, c'est cool, c'est chill. Non, j'aime pas ça. Mais je trouvais que ce texte-là avait un rythme incroyable, puis j'ai voulu qu'on le fasse. J'ai vraiment tenu personnellement à ce qu'on fasse ce texte-là. Mais alors, il faut le mettre dans les bonnes mains. Il ne faut pas les donner faut pas le donner à des gens comme moi, a priori, qui détesteraient ça. Ou en tout cas, si on le donne, faut le donner à des grands lecteurs, comme moi aussi. Non, mais faut faire attention aux a priori négatifs, tu sais, que je peux deviner. Mais je pense que des gens plus jeunes peuvent porter un peu le livre et l'amener à un point. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr qu'on a pensé à Instagram avant tout. On n'a pas mis des trucs sur Facebook en premier, par exemple. On a tout misé sur Instagram parce que Facebook, c'est pas du tout pour ce public-là, quoi. Voilà. Le plus grand succès d'Héliotrope, ce serait quoi? C'est encore le ciel de C'est Bay City. le ciel de Bay City. Ouais. C'est sûr que Querelle chauffe de plus en plus, là, mais puis on a certains polars, Amcouille a vraiment bien marché, les tricoteuses ont bien marché, alors que les tricoteuses de Marissa fonctionnaient pas trop au début, c'était difficile de le porter. Marissa, c'est quelqu'un de très... c'est drôle comment les auteurs de polar, ils sont pas toujours très bons pour parler de leur livre. Franchement, c'est pas... Autant... non, mais c'est vrai, autant on a... Bon, il y a Martine Delvaux aussi qui marche très bien chez nous. C'est Le Monde est à toi, Thelma, Louise et moi, c'est des livres qui ont marché, qui marchent. Je voulais dire quelque chose. Ah oui, c'est drôle comment les auteurs de polar, ils grommellent, ils parlent pas vraiment. C'est pas le truc comme ça, ils arrivent pas. Alors que beaucoup d'auteurs de littérature, mais en tout cas en ce moment, c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs auteurs, hein, mais tu sais, Kevin Lambert, là, Martine Delvaux, bon, Catherine Mavrikakis qui va publier à l'automne. Ça sait parler des livres, là, c'est incroyable, quoi. C'est des bulldozers, là. Mais Kevin, c'est celui qui me surprend le plus parce qu'il est tellement jeune pour être capable de parler aussi bien de ses livres, je trouve. Je suis encore épatée par ça. Puis, mais pour le polar, Marissa, c'est intéressant ce qu'elle a à dire, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas son média, quoi. Eric Forbes, c'est moins son truc, là. Lui, je dis pas que c'est pas intéressant, mais il a moins de contenu à dire. Lui, il est concentré sur ses trucs, mais ça le gêne complètement de parler des choses. Mais c'est drôle, il y a toutes sortes de personnalités, mais ça n'empêche pas que leur livre fonctionne. C'est ça qui est bien, heureusement. J'aimerais qu'on parle maintenant du fait de publier un nouvel auteur. Donc, ou un auteur de premier roman. Il y a beaucoup de livres dans le catalogue d'Héliotrope qui sont des premiers romans. Vous-même, vous avez publié votre premier roman chez Héliotrope, Kevin Lambert aussi. Oui. Donc, moi, ça m'amène plusieurs questions. D'une part, ces auteurs-là, ces jeunes auteurs, dans votre catalogue, côtoient des auteurs très primés, voire consacrés, comme, encore une fois, Catherine Mavrikakis, qui a fait son entrée à l'Académie des lettres du Québec en 2017. Donc, il n'y a pas plus consacré, je pense, au Québec. Ça faisait comme, je ne sais pas combien d'années qu'il lui demandait d'aller là. Puis... Donc, elle a finalement accepté. Oui, c'est ça. Donc, une membre de l'Académie des lettres du Québec qui côtoie des auteurs de premiers romans, des très jeunes auteurs ou des moins jeunes auteurs, mais de premiers livres. D'une part, comment on fait pour trouver des nouveaux auteurs? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est des contacts que vous avez? Et ensuite, est-ce qu'on travaille différemment un premier manuscrit? Bon, ce que je peux dire d'abord, c'est vrai qu'on publie beaucoup de premiers romans. Peut-être, j'allais dire trop, c'est pas ça, mais
je le dis très souvent depuis 2 ans, où je le pense, en tout cas très très fort, c'est que c'est comme une folie, le truc des premiers romans. Là. Les primo-romanciers, là, on a un mot fétiche pour dire ça, mais moi, ça me sort par les oreilles. Hein. Franchement, je trouve que c'est une honte. C'est une honte qu'on soit à ce point obsédé par le premier roman. Pourquoi c'est une honte? Parce qu'une fois que le premier roman est passé, c'est bye-bye. Hein, le deuxième, tu fais souvent pas attention à lui. Les journalistes veulent des primo-romanciers. Le deuxième romancier peut se gratter. C'est comme... il n'y a pas la promesse. Puis alors, c'est un truc un peu fou. C'est dommage que... Ce que je trouve dommage, c'est que comme tous les éditeurs cherchent des primo-romanciers, vraiment beaucoup, parce que les journalistes cherchent ça, parce que les libraires cherchent ça, parce que... puis les journalistes aussi, ils sont sur des sièges éjectables 3/4 du temps, parce que il y en a peu qui restent en place, ça change tout le temps, donc... tout se reconstruit des médias, comme vous le savez, sûrement. Donc, tout le monde cherche le primo-romancier. Ce qui est dommage, c'est que sans doute que le deuxième livre aurait été un peu meilleur, mais les éditeurs se précipitent pour publier le premier, sinon l'éditeur à côté va le prendre. Ça, c'est vraiment dommage. Si j'ai un conseil à vous donner, prenez votre temps, choisissez votre maison, pensez, vous allez trouver, là, on est dans une édition subventionnée, vous allez trouver une maison, cherchez une maison bonne pour vous, quoi. Moi, c'est ça que je pense, mais en même temps, on peut s'en ficher un peu, parce que le deuxième, on le fait quand même, qu'il ait beaucoup de succès ou pas, mais le premier roman, on a plus d'attention. C'est pas vrai de dire qu'on a moins d'attention parce qu'on n'est pas connu. Puis ensuite, vous dites le truc des lettres, là, l'Académie des lettres, mais ça n'a aucune importance. Tout le monde s'en fiche complètement de l'Académie des lettres, vraiment. Je ne sais pas s'ils ont failli la fermer l'an dernier, je ne sais pas s'ils ont trouvé une poignée de billets pour la réouvrir. Sûrement que oui. C'est ça, ça... Bon, après, Catherine, c'est vrai qu'elle en impose un peu, mais ça tient de son caractère aussi, peut-être, puis de son talent quand même. Mais je pense après même avant son premier roman, elle impressionnait. Elle est comme ça. Je ne sais pas ceux qui la connaissent. Vous la connaissez? Quelqu'un l'a déjà eu comme prof ici? Non, parce qu'en général, à Montréal, tout le monde l'a eu comme prof une fois dans sa vie. Elle est assez... particulière comme personne, mais pourquoi je parle de Catherine? Tout à coup, c'est pas de ça dont je voulais parler. Après, les primo-romanciers, comment on les choisit? Souvent, ça va être sur les manuscrits qu'on reçoit. Maintenant, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, que c'est pas toujours évident de les lire au bon rythme et tout ça, ou de les voir aussi, ou selon comme là, nous, on a notre année prochaine à peu près faite. C'est la première fois qu'on a autant de manuscrits, puis c'est prêt. Mais on se garde toujours une place ou deux, mais il reste pas beaucoup d'espace. Mais là-dedans, il y a plusieurs premiers textes. Alors, c'est formidable pour les premiers romans, mais nous, ce qu'on tient à faire, c'est à travailler bien le deuxième roman. Vraiment. Puis on n'a jamais de contrat, nous, dans lequel c'est écrit un droit de premier refus, ou comme font certaines maisons, comme font de manière scandaleuse certaines maisons. Nous, on ne fait pas ça. Puis je pense qu'il n'y a aucun nouvel éditeur qui fait ça. Je pense que VLB, ils font ça. Enfin, Québécois, le groupe Québécois, ils ont ça dans tous leurs contrats, mais je trouve que c'est vraiment une honte, parce que quand tu publies un premier roman, puis que l'auteur est content, puis que tu as bien travaillé pour lui au mieux de tes capacités, que tu t'es pas engueulé trop, puis que tu as bien travaillé comme éditeur, il veut rester avec toi pour le deuxième, puis pour le troisième. Si tu n'as pas à lui demander par contrat de rester avec toi, mais c'est tellement un scandale. Enfin, voilà. Mais c'est arrivé qu'on refuse des deuxièmes romans, mais c'est déjà arrivé, mais on aurait sans doute accepté un autre texte, mais bon, l'auteur, c'est arrivé une fois, a préféré partir, puis c'était correct, là, c'est normal. Là, mais... Puis est-ce que le travail qui entoure
la publication d'un premier roman change, la diffusion, Oui, parce qu'il faut quand même présenter l'auteur au lecteur. C'est une nouvelle figure. Oui, mais les gens ont la mémoire tellement courte, franchement. Non, mais c'est une blague, quoi. Je veux dire, on a un auteur qui était finaliste au prix des libraires. Tout le monde disait que ce serait le nouveau, il y avait des photos de lui pour dire... Je ne vous dis pas son nom, mais là, on prépare la sortie de son prochain livre. Mais j'ai peur, quoi, parce que je sais que tout le monde a oublié. J'ai peur parce que c'est comme un premier roman, mais puisque ça fait à peu près 8 ans, son premier roman. Puis là, tout le monde a oublié. C'est normal, là, mais là, je ne peux pas dire que c'est un premier roman. Non. J'ai pas cette excuse-là. Donc, alors, est-ce que c'est différent un premier roman? Ben, souvent, le premier roman, pas toujours. Des fois, il est complètement... Non, ça dépend vraiment d'un manuscrit à l'autre. Des fois, il est un peu tout croche. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Puis là, il faut aider l'auteur, je pense, dans ce temps-là, parce que des fois, c'est un fouillis. Puis sans doute que son deuxième roman sera très organisé, d'ailleurs, si on l'aide un peu à organiser. D'autres fois, tout est là, il faut juste ajuster. Ça dépend vraiment chaque fois. Mais un premier roman, il n'y a souvent pas la maîtrise de ce qu'on veut dire. On est souvent dans l'expression, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut exprimer ou comment le faire, ça part dans tous les sens. C'est ça, peut-être, on maîtrise moins la manière de d'énoncer. C'est ça que je dirais. Mais la danse, c'est aussi une qualité, bien sûr. On se dirige tranquillement vers la fin de la causerie. J'aimerais évoquer les perspectives un peu d'Héliotrope. Donc, on a dit que c'était une nouvelle maison d'édition, que c'était une petite maison d'édition, qu'elle faisait partie des maisons d'édition émergentes. Est-ce que, pendant combien de temps est-ce qu'on est une nouvelle maison d'édition? Est-ce que vous envisagez un jour, dans 10 ans, on est rendu une maison d'édition établie? Quand est-ce que ça se passe, ça? Est-ce que c'est dans Je pense que c'est quand même... On dit encore nouvelle maison d'édition, mais comment on dit... la nouvelle vague, peut-être. Peut-être. Ça va vague. Toujours être oui, mais nouvelle... je sais pas, les nouveaux éditeurs. Moi, j'aime ça parce que c'est comme le New Wave, là, nouvelle vague, New Wave, tout ça. Je sais pas. Moi, longtemps, on a dit... longtemps, on a dit la jeune écrivaine, alors que j'avais 40 quelques. Mais bon, en tout cas, je sais pas... Pourvu que à un moment, ça s'arrête, hein, je vous promets. Je vous le dis, ça s'arrête. Peut-être on dira la maison consacrée ou la vieille maison, je sais pas. La vieille maison. La vieille maison branlante. Je sais pas. Nous, ce qu'on veut, c'est structurer toujours plus la maison, dans le sens où on la tient quand même à bout de bras. Florence travaille beaucoup trop. Moi aussi, d'une certaine façon. On veut structurer pour pouvoir tenir aussi, tenir le cap, puis tenir ce catalogue-là qu'on aime, quoi, dont on est fier. Puis donc, la maison, financièrement, va bien. C'est toujours un équilibre fragile. C'est toujours fragile, quoi. Là, c'est vrai qu'on est en progression depuis quelques années. Ça marche bien pour nous, mais c'est comment je pourrais dire, le passage est toujours étroit, puis dès qu'on rajoute quelqu'un dans la structure, c'est des frais et tout ça, puis il faut bien pouvoir l'absorber, donc mais bon, je m'occupe pas tellement de tous les aspects, mais c'est ça qu'on veut faire, consolider le mieux pour l'avenir, pour pouvoir voir avec sérénité les prochaines années. Vous avez donné un conseil tout à l'heure à quelqu'un qui voudrait publier un livre, un futur écrivain. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait travailler dans le milieu de l'édition? Non, j'aurais juste des blagues nulles à faire là-dessus. Non, mais si on a le feu sacré, il faut le faire. Il faut le faire, quoi. C'est bien de faire un mariage riche aussi, par exemple. Non, mais c'était une blague stupide. Mais c'est pas payant, l'édition littéraire. Je veux dire, c'est pas comme ça.
Non, mais c'est vrai, c'est comme... si on a envie d'être libraire, ben, c'est formidable. J'aurais sans doute plein de... Si vous voulez vraiment travailler dans l'édition, venez me voir, je vous parlerai sérieusement des choses. Mais c'est sûr que c'est pas un métier très payant nécessairement, mais c'est quelque chose de fascinant. Ça change tout le temps, on est à l'affût de ce qui se passe. Moi, quand je suis dans la campagne, on m'a déjà montré comment sentir les sources. Puis j'arrive à faire avec le bâton les sources et tout ça. Je sais pas, les gens hypersensibles, heureusement, personne n'a besoin de mes talents de sourcière pour boire de l'eau potable, mais je sens ben, je sais pas, c'est la même chose, l'édition. On sent quelque chose, c'est très excitant, ça. Puis il y a des nouvelles voix, on est à l'affût. Et les voix qu'on publie, mais là, ils arrivent avec un nouveau projet, puis là, tout à coup, ils ont un autre angle, on est content pour eux, pour nous. Je sais pas, il y a quelque chose... Par exemple, je pense à Martine Delvaux, depuis qu'on la publie, ça fait des années maintenant qu'on la publie, je pense que le premier texte qu'on a publié, c'était en 2008. Les titres, c'est jamais évident pour elle. Alors souvent, c'est sa blague. Les titres, les titres. Puis elle finit par trouver, là, mais tu sais, c'est long, c'est compliqué, c'est juste à la dernière minute, on est au bord d'aller sous presse, elle trouve enfin son titre. Mais là, pour Thelma, Louise et moi, elle l'avait trouvé en amont. Puis c'est vrai que ça... Ben, quand elle m'a envoyé ça, en disant Thelma, Louise et moi, j'ai trouvé ça tellement... J'étais tellement contente. Bon, c'est ça l'édition aussi. Ou bien Querelle de Robert Val, tu sais, quand... On revenait de Sherbrooke, d'ailleurs, quand Kevin Lambert, du Salon de Sherbrooke, pas cette année, mais l'année d'avant, on revenait le soir, puis... pas du salon, non, on revenait d'une activité, en tout cas, où on avait été, avec un cégep, puis... il me parle de son nouveau roman, puis il me dit c'est Querelle de Robert Val. Oh, je trouvais ça tellement génial. Ça portait tout, quoi. Le lien avec Querelle de Bresse. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... Mais à ancrer comme ça dans Robert Val, je trouvais que c'était génial. C'est ça aussi, faire de l'édition. C'est vraiment magique aussi. Vraiment complètement magique. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions dans la salle? Oui. Moi, j'ai une question pour parler des premiers manuscrits. En fait, sur les potentiels primo-romanciers, il y avait peut-être une différence que vous pouviez observer dans la construction de leurs manuscrits qui était un peu fouillis, considérant qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui font des cours de création à l'université. Est-ce que vous observez aussi un phénomène de ce côté-là? Parce que selon l'Institut de la statistique Québec, quand même, en 2010, il y avait 61% des auteurs qui avaient un parcours universitaire en lettres. Donc là, moi, je me demande, est-ce que c'est vrai un peu ce qu'on entend? Est-ce qu'il y aurait des romans très académiques qui circulent en ce moment? En voyez-vous de plus en plus ou ça n'a pas d'impact? C'est drôle, ça, c'est pas du tout scientifique, mais mon impression de lectrice de ces manuscrits, c'est que les premières années, quand on avait des auteurs qui avaient fait une maîtrise ou un doctorat en création, ça se voyait. Et maintenant, je trouve que ça se voit plus. Sauf peut-être dans la manière de se présenter, là, dans la première lettre, dans la lettre de présentation, mais ça se voit plus depuis un certain temps. Les textes peuvent être aussi affranchis que s'ils n'étaient pas passés par l'université. Peut-être qu'ils sont mieux, je ne sais pas, peut-être. Que sans l'université, je ne sais pas. Peut-être. C'est intéressant ce qui se passe en création avec l'université quand même. Avant, je trouvais que, il y a 10 ans, des fois ça arrivait, c'était un peu trop écrit. Mais c'est une impression, hein, je ne sais pas. Maintenant, je trouve que c'est plus simple. Puis j'y ai sûrement plein de contre-exemples avec ce que je viens de dire. Sans doute que il y avait des manuscrits très libres qui arrivaient, mais moi j'ai eu l'impression les premières années en quittant l'université, encore une fois, mais j'étais pas en création, d'avoir à me libérer de quelque chose. Puis
Mais toi, Nicolas, t'es pas du tout là-dedans, quoi. Je veux dire, toi, t'étais libéré déjà. Tu faisais ton doctorat, puis t'étais libéré. Il n'était pas en création. Non, c'est ça. Non, oui, mais moi, je voulais dire... Ce que je voulais dire, c'est avant la création. C'est pour ça que je disais, moi, je n'étais pas en création, mais j'avais l'impression de devoir me libérer de quelque chose. Mais c'est ça. Et effectivement, c'est quand on n'est pas en création. Mais quand on est en création, peut-être. Je dirais, personnellement, étant donné que j'avais pas eu un parcours en création, il y avait peut-être cette contrainte-là, justement, de libération. Je ne l'ai pas vraiment senti. Mais c'est ça, parce que moi, comme j'avais fait une école d'art avant, la création, c'était quelque chose de très important. Puis après, quand j'ai fait l'université, j'ai essayé de raccrocher à autre chose, tu sais, puis pour pouvoir faire mes études, je suis pas allée en création. Enfin, j'ai fait, je pense, un certificat en création, je pense, dans mon bac, là, que j'ai comme patché de faire. C'est un autre chemin. Mais je pense qu'avant, on avait un autre rapport à la littérature québécoise aussi, il y a quelques années. Il y a un essor de la littérature québécoise, c'est comme phénoménal. Hein. Je ne sais pas, vous le ressentez peut-être pas parce que vous arrivez avec ça, mais il y a 10 ans, 15 ans, il y avait comme un espèce les personnes assez vieux ici pour le savoir, mais comme, soit c'était vraiment québécois, là on aimait tout ce qui était québécois, mais en général il y avait un dédain quand même. Il y avait un certain dédain pour la littérature québécoise. Maintenant, les gens ont envie de ça, ont vraiment envie de ça. De ce qui se fait en littérature québécoise, ou en tout cas de ce qui se fait ici, de la promesse qu'il y a pour la littérature ici. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Maria? Merci pour cette présentation tout d'abord. J'ai un aussi, qu'est-ce qui vous a amené à venir, on a parlé de l'esprit que tout est à faire ici, tout est à construire, toutes les possibilités. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous a amené vers le Québec pour l'édition? Est-ce que vous avez connu beaucoup d'auteurs québécois avant ou pas pouvoir tout ça? Parce que je suis là, c'est tout. Il y a pas parce que je suis là, parce que moi, mon histoire, je vous la raconte rapidement, si j'ai cet accent-là, un peu bizarre, intermédiaire, c'est que mes parents, qui sont beaucoup plus québécois que moi, sont partis étudier à Paris quand c'était des baby boomers, puis ma mère, mon père trop vieux pour ça peut-être, mais ils sont partis étudier à Paris dans la jeune vingtaine. Ma mère voulait faire un doctorat, les deux voulaient faire un doctorat. Ils sont donc partis, mais les deux venaient de mon père venait de Sorel, puis ma mère de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis j'étais là, j'avais les premières années de ma vie, j'étais à Paris. Pour ça, puis après ils se sont séparés, puis on est revenu ici, puis tout ça, mais donc j'étais ici, puis c'est comme ça. Après, j'ai toujours été un peu entre les deux. Puis après, j'ai fait un mariage binational avec une Française. Et puis, non, mais je vous dis tout ça parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'allers-retours. C'est des méridionaux, alors. C'est des gens du Sud, c'est très différent des Parisiens quand même. Moi, quand j'étais toute petite, on habitait Paris. Donc c'est ça, j'ai un rapport. Puis il y a une photo de ma mère, mes parents et moi avec un felkiste, parce que c'était il y avait un felkiste dans nos vacances, c'était les amis de mes parents. Il y avait beaucoup de gens qui passaient par là. C'était en 71. On voyait tout beau. 71, 72, oui. Et justement, vous connaissez le milieu en France puis le milieu ici. J'ai remarqué dans mes recherches qu'il y a beaucoup plus de méthodes qui sont employées pour intégrer les nouvelles personnes à l'édition, comme des stages, des choses comme ça, en France qu'ici. Je ne sais pas si vous remarquez ça aussi, parce que, en tout cas, quand je fais des recherches pour un stage, c'est tout le temps. Oui, mais c'est parce qu'en France, il n'y a comme pas d'employés dans l'édition, il n'y a que des stagiaires. C'est un peu hallucinant, ça fait peur. Non, mais c'est vrai, il n'y a que des petites mains, c'est toujours des femmes. Après, vous pouvez aller faire votre vie en France pour faire des stages. Mais tu sais, c'est pas... C'est un peu lourd, quoi, tu sais,
que ça soit comme ça. C'est vrai qu'il y a c'est des stagiaires à vie, là. Bon, en tout cas, je mets ça sans doute plus sombre que ce que c'est, mais c'est vraiment dur pour le travail en France. Ici, tout le monde peut trouver un travail mal payé, mais dans l'édition. Tout le monde. En ce moment, en tout cas. C'est pas bien payé, on peut le perdre rapidement, mais on en trouve un autre de travail. C'est vraiment plus comme stage. Non, il y en a des stages ici aussi. Parce que le discours ambiant, c'est que le milieu de l'édition, c'est comme fermé, c'est dur de rentrer là-dedans, tout ça. Je sais pas, et vous êtes un peu le contraire. Je sais pas si c'est une perception que j'ai. J'ai donné le cours d'édition littéraire contemporaine au campus de Longueuil, ici pour le DES. DSS, comment ça s'appelle? Puis, vous voyez, j'avais 8 étudiantes, puis là-dedans, puis il y en a deux ou trois qui ont fait des stages. Deux ont été engagées. Les autres, je ne sais pas la suite, mais elles deux, il y en a une qui a fait un stage chez nous. Puis donc, j'ai suivi son parcours. Elle a trouvé un travail, puis l'autre, elle a trouvé un travail chez Gallimard. Donc, je ne veux pas porter la bonne nouvelle, là, comme ça, mais c'est ce que j'ai vu. Si je peux peut-être rebondir là-dessus, j'ai donné aussi un cours justement aux étudiants à Longueuil en histoire du livre, puis on a 3, en fait, pas la totalité du groupe à qui j'enseignais, mais 3 personnes, justement, d'abord l'autoplacement est quand même bon, et c'est de l'autoplacement dans le milieu de l'édition. Je sais que 3 des étudiants du cours se sont placés vraiment dans des postes permanents dans des maisons d'édition, une chez Nota Bene, une autre chez Somme Toute, puis un dernier, je sais pas. Tu parles de chez lui, chez Nota Bene? Oui. Parce que c'est la 3e. Oui, mais c'est ça. Non, mais parce que c'est vrai, je lui ai fait des recommandations aussi. J'ai oublié, je disais 2, 3, mais 3 que je connais de près. Là. Donc, ça a peut-être déjà été le cas de chasse gardée ou un milieu fermé, mais avec justement depuis les années 2000, les nouveaux éditeurs, je dirais, moins fermé que ça l'était. La formation sur la Longueuil, je pense, contribue à ouvrir les possibilités. C'est ça, faut aussi, je pense que ce qui est bien dans cette formation-là, c'est que tous les étudiants se font répéter à quel point c'est dur, c'est mal payé. Mais c'est bien quand même, parce que si on pense qu'on arrive, puis on aime les textes, puis la poésie, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que c'est merveilleux, mais c'est dur aussi dans le sens où on n'arrive pas avec un poste de fonctionnaire qui peut être dur aussi, mais qui a une certaine assise par ailleurs. Joanie? Moi, j'ai peut-être une petite question. J'avais vu un article il y a quelques mois ou quelques années dans lequel vous parliez de l'enjeu de la découvrabilité et de la surabondance de contenu culturel qu'il y a en ce moment sur le marché. Vous parliez que, je pense que dans un texte de Devoir de la presse, ça fait un bout de temps, je m'intéresse moi à ces enjeux-là. Puis vous disiez qu'il y avait une perte de l'attention généralisée actuellement, que souvent les éditeurs sont conscients d'être en compétition beaucoup avec d'autres acteurs pour le temps de lecture, que souvent vous parliez parmi les défis actuels dans l'édition, il y a tout cet enjeu-là de la découvrabilité. Donc, comment on fait pour faire connaître les œuvres au public, à un public qui est de plus en plus réparti, si on veut, donc parmi tous les produits culturels, qu'on parle des films, des livres, des séries, de tout ce qui est accessible sur Netflix, Spotify, avec les réseaux sociaux, les nouvelles en direct, que tout ça, que tout ce climat-là fait en sorte qu'il y a une certaine forme de perte de l'attention généralisée pour ce qui est la lecture en tant que telle. Et que là, maintenant, les défis dans l'édition, c'est de réussir à faire découvrir les livres aux lecteurs et les amener à la lecture. Je me demandais comment est-ce que vous vivez, vous, avec cet enjeu-là de la découvrabilité, de toutes c'est ça, comment on fait pour faire découvrir les livres? Est-ce que c'est quelque chose qui
vous inquiète particulièrement, ou que est-ce que vous développez certaines stratégies pour y faire face, ou au contraire, c'est juste quelque chose avec lequel vous devez faire face? Ben, je sais pas, d'abord, je sais pas du tout dans quoi j'ai pu dire ça, mais il y a quelques années, il y a eu un moment assez sombre où on était le milieu du livre québécois était en perte encore de genre 8%, 7%, 6%, je sais pas. Juste avant le Salon du Livre, ils ont sorti ces statistiques-là, puis ils ont mis en parallèle la chute. Ben ça, tout le monde le sait, les grands lecteurs, il y en a beaucoup moins. Bon, il y a un changement de paradigme, visiblement. Sauf que c'était des années assez sombres, puis en ce moment, je pense que Paris ou la France vit les mêmes heures. C'est drôle parce que je leur ai beaucoup dit ça quand j'étais là, parce que je leur dis, mais nous, ça a remonté complètement. Là. Ce qui s'est passé, c'est plusieurs choses, mais en tout cas, il y a une nouvelle génération là, de libraires, de lecteurs, etc. Il y a un nouvel enthousiasme et tout est en hausse relative, mais puis Renaud Bré est en perte de vitesse. C'est-à-dire ceux qui vendent comme ça sont en perte de vitesse, alors que les librairies indépendantes sont en hausse, je pense, de 5-6% chaque année depuis 3 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu de l'argent qui a été injecté aussi par le gouvernement à l'époque, parce qu'ils n'ont pas voulu faire passer la loi sur le prix du livre, donc ils ont donné de l'argent pour compenser. Moi, je suis vraiment pour la loi sur le prix réglementé du livre, mais ça, c'est une autre affaire, on en parlera une autre fois. Mais pour la découvrabilité, je ne sais pas quoi dire là-dessus, sinon que c'est sûr que c'est un enjeu difficile, mais au Québec, c'est très difficile de pousser l'écrit, de toute façon. Nous, on a décidé de rendre l'école obligatoire beaucoup plus tard que les autres. Vous le savez sans doute, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça si tard. Même le Vatican était contre nous à un moment, je pense en 1942, où l'école est devenue obligatoire. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait comme un retard qui a été récupéré, là, mais il y a un rapport d'hostilité envers la lecture. Et dès qu'on commence à discuter des choses pour protéger le livre, les gens sont enragés et disent, ben là, il faut permettre à tout le monde de lire, les gens ne lisent pas. Vous avez vu l'OCDE, ce qu'ils disent sur le fait qu'on ne sait pas lire ici, là, vous savez, la littératie, vous savez ça, hein, ce qu'on dit. Mais comme on est effectivement les victimes de ça, on dirait que personne lit vraiment ces enquêtes-là, parce que si on regardait de plus près, on verrait que la France a les mêmes taux de littératie pourris. C'est que c'est des façons de regarder ça, où on est peut-être moins bon que les Canadiens anglais, mais bon, pour ce que je sais pas, il y a un truc de l'OCDE aussi qui est bizarrement fait peut-être, puis donc le portrait n'est pas si tragique, même si on a du retard à combler encore, puis même si... alors maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut rester concentré sur ce qu'on fait, puis assumer de faire de la littérature, que la littérature c'est difficile, que la littérature c'est exigeant, puis que si les gens ne lisent pas, ben tant pis pour eux, quoi. C'est eux qui seront le pire. Alors il faut donner les conditions pour qu'on puisse lire, il faut que les gens qui arrivent ici aussi apprennent le français sans que... Il y a quelque chose qui doit fonctionner mieux pour le français, il faut que le français soit davantage défendu encore, je ne sais pas comment, mais en tout cas en faisant du livre, on travaille dans ce sens-là, puis bon, les gens disent des séries, oui, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi, je pense que c'est un luxe, en effet, de lire. Puis tout le monde n'a pas les moyens de se le payer. Mais c'est pas parce que les livres coûtent cher, parce qu'il y a des bibliothèques partout. Si on veut lire, on peut lire. Après, il faut qu'on soit dans un milieu où... Mais je sais pas, pour moi, la lecture, c'est comme avoir une émeraude, quoi. C'est juste merveilleux. Les gens, ils veulent pas lire, ils préfèrent regarder Netflix, peut-être, mais je pense qu'ils peuvent faire les deux. Peut-être qu'il est tard, hein? Moi je parle, puis... Ben, je pense qu'on a le temps encore. Marie-Pierre, tu avais une question? Oui. Ça me met tellement en colère, cette affaire-là. Non, mais pas en colère, mais c'est intéressant que
sujet, mais en tout cas, c'est certainement pas le truc de rendre accessible. Ça, j'y crois pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il faut continuer de valoriser ce que c'est le livre et la grande littérature et la faire partager, pas les amener par le plus petit dénominateur commun. Quand j'étais petite, ma mère enseignait au cégep. Alors, moi, j'étais contente, elle enseignait Kant. C'est dur Kant avec des techniques, là. Elle enseignait des techniques en informatique Kant. Mais il y avait, à côté, il y avait sa collègue, elle enseignait à 10 kilos du bonheur, ou je sais pas quoi, pour que ça soit plus démocratique, puis qu'on se pose les belles questions. Ben, je sais pas, ceux qui ont appris Kant, certains, ils n'en ont rien à faire peut-être maintenant, mais d'autres, il y a quand même quelque chose qui est resté. Il y a une fierté d'avoir traversé ce texte-là un jour. D'abord, je vous remercie pour votre très belle présentation. Je vais faire un petit commentaire, puis ensuite, j'ai une vraie question. Je voulais revenir sur la question des primo-romanciers, parce que c'est moi qui donne le cours sur les premiers romans, où on se questionne sur les conditions d'entrée en littérature en ce moment au Québec. Puis on a bien remarqué en regardant le site internet d'Héliotrope cette espèce de mise à distance de l'étiquette primo-romancier ou de l'idée de surfer sur la vague de ces nouvelles voies. On sent bien cette stratégie qui, à mon avis, est très habile là, parce que ça vous démarque par rapport à d'autres jeunes éditeurs qui, justement, vont peut-être médiatiser davantage ces jeunes écrivains qui entrent dans le champ. Donc, ça, c'est une espèce de commentaire maladroit. Ma question, c'est... j'ai une question sur les photos d'écrivains. C'est un sujet qui est rendu à l'université. On fait des colloques sur les photos d'écrivains. On sait quelle place ça peut avoir dans la promotion, en particulier des nouveaux auteurs qui ne sont pas connus. Les écrivains ont besoin d'un visage. Je vous avais dit tout à l'heure, je trouvais ça intéressant que vous référiez à certains auteurs qui parlent très mal de leur livre. Là. On se doute bien que les auteurs doivent se vendre. Puis il y a un article du Nouvel Observateur là, que je fais toujours lire aux étudiants, puis ça nous fait bien rire. Le titre, c'est « Pourquoi les écrivains sont-ils de plus en plus beaux ?» Donc il y a toute une esthétique de la photo d'écrivain. Il y a toujours un contre-exemple, genre Houellebecq, c'est lui qui vend le plus, c'est lui le plus laid. Mais j'étais curieuse de savoir quel usage vous faites des photos d'écrivains chez Héliotrope, comment vous percevez ça. Je sais que les photos sont très artistiques, donc je ne sais pas si vous avez un mot à nous dire sur le rôle ou le poids de la photo ou de l'image de l'écrivain dans la promotion des livres. Mais c'est intéressant, je veux juste revenir sur ma bêtise sur Houellebecq. Dans l'absolu, je ne dis pas que c'est le plus laid, mais c'est curieux à quel point on dirait qu'il s'enlaidit volontairement sur les photos. Enfin, c'est frappant quand même. Puis il a toujours l'air à moitié d'un clochard, un peu moins maintenant, mais ses premières photos avec son sac de plastique, c'est hallucinant. Puis c'est lui le plus... je sais pas, je trouve cet équilibre fascinant, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a plein de bellâtres dans les lettres françaises, des hommes en particulier. Là. Oui, je trouve que c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé sur les photos? Ben, c'est quelque chose d'important pour nous à peu près depuis le début. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est pas du tout la même chose pour l'héliotrope noir, pour le coup. C'est plus pour tout le reste de la littérature. On fait faire des portraits qu'on veut qu'on veut pas trop poser. Il y a des types de portraits là, qui sont vraiment trop posés, trop écrivains, qu'on a pu voir beaucoup dans les journaux. Je pense à une photographe en particulier pour une des grandes maisons qui a fait, je pense, photographier tous les auteurs du Québec. Nous, on essayait de faire sans faire trop trash non plus, une espèce d'équilibre, quelque chose de simple. Là récemment, l'an dernier, on a fait avec une seule photographe, une seule avant-midi, toutes les photos. Ça a marché pour la première fois, tout le monde ensemble.
c'est ce que Donc, ce que je comprends, c'est qu'Héliotrope engage un photographe, les photos sont prises, en tout cas, cette fois-là, ça a fonctionné. Donc, vous prenez en charge Oui, l'image. depuis le début, on fait ça. Depuis le début, on tient à avoir les photos. Oui, on ne demande pas aux auteurs, sauf dans le polar. Le polar, ça peut nous arriver de demander aux auteurs de nous envoyer une photo, mais parce qu'on a travaillé comme ça dès le début, ça pourra changer, mais on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Mais pour le reste de la littérature, oui, on fait toujours par un photographe. Une photographe. Les photos, avant c'était en extérieur, et c'est vraiment compliqué avec les tempêtes, la pluie, tout ça. Maintenant on fait un peu plus en studio, mais on veut qu'elle ne soit pas trop posée, on ne peut pas maquiller. Par exemple, là maintenant on fait avec un peu d'éclairage, mais on maquille pas, on fait pas un maquillage supplémentaire par exemple sur les auteurs. Une photo assez nature. Puis en général on fait une avec sourire, une sans sourire, pour tout vous dire. Mais c'est pour les médias sociaux aussi. Puis là maintenant, le Devoir, ça c'est très récent, ils prennent nos photos. Avant, vous avez une idée, je ne sais pas laquelle, de faire leurs photos une fois sur deux, c'était une catastrophe. C'est horrible. Puis là, ils disaient oui, mais c'est parce que vous aimez ça les retoucher, mais nous on ne les retouche pas, les photos. Enfin, je veux dire, elles sont un peu retravaillées. Vous savez, comme moi, que les photos numériques maintenant, l'editing, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est toujours partie du truc, mais on passe pas tout. On n'efface pas mes rides, en tout cas, je peux vous le dire. Je les assume. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière question? Oh, plusieurs, je pense. Oui. Vous avez parlé rapidement des médias sociaux. Je serais curieux de vous entendre peut-être un petit peu plus là-dessus. Est-ce que vous pensez que les nouvelles maisons d'édition ont besoin d'être sur les réseaux sociaux pour comment se démarquer? Ou est-ce que selon les différentes plateformes, par rapport à Instagram, Twitter, Facebook, est-ce qu'on utilise des stratégies différentes? Mais oui, pour toutes ces réponses sont bonnes. Non, mais oui, il faut être sur les réseaux sociaux impérativement. C'est vraiment important. Après, il faut trouver le moyen de l'être. Comment on l'aide? C'est quoi le ton qu'on doit employer? Parce que chaque maison a un certain style qui doit se répercuter sur ses réseaux sociaux, sur la manière de communiquer. Puis de la même façon, puis ensuite, il faut être sensible aux plateformes. Je veux dire, Instagram, c'est pas du tout comme Facebook, ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire les mêmes poses, ça n'a pas d'intérêt, ça ne fonctionne pas de toute façon. On n'est pas visible si on fait ça, c'est pas bien. Alors pour la petite histoire, pour Twitter, nous c'est une catastrophe parce qu'il y a un bonhomme qui a pris Héliotrope il y a très longtemps, puis on n'arrive pas à le récupérer, le nom Héliotrope. Du coup, à un moment, on faisait Héliotrope 2000 quelque chose, à chaque fois on changeait d'année. Moi je détestais ça dans nul de ce côté-là, nul. Twitter, nul. Alors, peut-être qu'un jour on réussira. Moi, Instagram, ça faisait longtemps que je voulais qu'on soit dessus, puis on ne trouvait pas le moyen. Moi, je ne voulais pas m'en occuper. Je revois les choses et tout ça, mais on travaille avec quelqu'un qui est aux relations de presse, qui s'appelle Fabien Philippe. Puis Fabien, il a trouvé l'angle. Avant, on travaillait avec quelqu'un d'autre, puis lui, c'est pas un fou des réseaux sociaux, mais il a trouvé l'angle pour Instagram. Je suis très contente, un angle un peu plus créatif. Puis je tenais pas quelqu'un non plus à une grande gueule, une grosse gueule des réseaux sociaux qui est toujours très à l'aise. C'est pas la maison, ça. Nous, on est un peu austère. Non, mais il y a une certaine retenue quand même. Bon, Fabien, il en fait un tout petit peu plus, puis c'est bien, je le laisse faire parce qu'il a raison. On n'est pas obligé d'être glacial non plus. On n'est pas obligé d'être frette comme la mort parce qu'on fait un post sur Facebook. Il a raison. Puis il faut soigner le visuel, puis les photos, c'est important là-dedans. Il faut avoir des photos pour pouvoir faire des choses. Puis, moi, en tout cas, je ne peux pas gérer le Facebook, je ne peux pas m'en occuper tout le temps parce que d'abord, je ne suis pas bonne du tout pour ça. Puis il
il y a quelqu'un qui doit se concentrer là-dessus, tu sais, qui doit penser les bonnes œuvres au public, qui doit penser un peu tout ça, puis on travaille ensemble là-dessus, on discute et tout ça, mais puis des fois je peux revoir ces posts après, je dis pas que j'y suis jamais, mais c'est vraiment Fabien qui a les idées, puis ben, on se le dit en équipe un peu ce qu'il faudrait faire, ce dont il faudrait parler. Mylène, tu avais une question? Oui, vous semblez un peu distinguer les auteurs de polar des autres auteurs de votre catalogue. Je me demandais, est-ce que ça transparaît dans le traitement que vous faites dans le texte lors de votre travail? Pas du tout. Pas du tout, sauf que c'est pas la même personne qui travaille sur les... Ben, quand même un peu, finalement. Non, mais on travaille avec une éditrice, Annie Goulet, c'est elle qui s'occupe du polar. Moi, je fais pas le polar. Mais je suis proche du texte, je fais la première lecture, je fais la révision, parfois, je suis de près, mais on travaille avec beaucoup d'attention au polar aussi. C'est un peu, je pense, notre marque dans le polar, c'est qu'on reste une maison littéraire très proche des textes et des auteurs, puis on travaille aussi très fort le texte. Mais c'est pas on va travailler plus l'intrigue que la phrase dans un polar. Parce qu'un polar, c'est quelque chose qui doit t'amener d'un bout à l'autre. La littérature non polardienne peut t'amener dans un cul-de-sac, peut t'amener devant un trou, un ravin, dans rien, dans la bouette, dans une allée bordée de fleurs. La littérature, tu sais pas. Mais le polar, c'est ce qu'on aime aussi, c'est que il y a un meurtre qui se passe, puis on va traverser ça. Il va y avoir un crime, puis tout s'organise autour de ça. C'est un grand plaisir de publier ça aussi, que ça soit différent. On a voulu faire des maquettes différentes parce que moi, je veux bien croire, dire, on méprise pas, on est tous pareils, c'est de la littérature. Ben oui, c'est de la littérature, mais c'est du genre aussi. J'ai pas honte que ce soit du genre, on fait du genre, on fait du polar. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a décidé de marquer beaucoup la différence entre la littérature blanche et la littérature noire. Puis j'ai pas honte de ça. Il y a d'autres maisons d'édition qui font d'autres choix. Je vous remercie beaucoup pour votre visite, d'être venu jusqu'à Sherbrooke nous rencontrer. C'était très généreux. C'est pas si loin non plus. C'est pas si loin, mais le stationnement, c'est quelque chose. Oui. Merci beaucoup.